Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à toute l'organisation de, ces journées pour cette invitation. C'est vraiment une thématique très, très importante que je partage aussi depuis un certain temps. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro. Donc l'Institut Agro, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Et plus précisément, donc je suis sur Angers où j'ai une activité d'enseignement où je forme plus particulièrement des ingénieurs paysagistes, donc ils vont aménager pas que les villes, mais beaucoup les villes quand même, euh, aux questions de nature et la manière d'intégrer la nature dans la ville. Je conduis également depuis de nombreuses années des travaux de recherche sur ces questions d'écologie urbaine dans une unité de recherche qui s'appelle BAGAP et où on travaille beaucoup justement sur les enjeux de ces relations entre activité humaine et biodiversité. Alors, pour ce matin, là, l'intention, je n'ai pas prévu de vous présenter des résultats précis de ces travaux, mais plutôt de prendre un temps pour partager avec vous les réflexions auxquelles nous ont conduit ces travaux et qui nous permettent d'aller un peu plus loin sur ces questions de nature en ville. Beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin, là, et c'est vrai qu'il y a un gros enjeu de complexité. On est sur des notions qui sont assez complexes. Quand quelque chose est complexe, on doit quand même bien se douter que ce n'est pas simple. On n'aura pas une réponse simple et unique à ces questions-là. Et il y a un gros enjeu pour réussir à approfondir, à mieux comprendre ces questions-là. Alors, l'intention première, c'est que l'enjeu sur ces relations entre nature et ville, la place de la nature dans la ville, c'est vraiment l'enjeu des relations entre l'homme et la nature. Et sur ces relations-là, on peut les avoir de différents niveaux. Il y a tout un besoin de comprendre comment fonctionne la nature. Et d'un autre point de vue, il y a aussi toute une dimension du ressenti, une dimension émotionnelle de toutes les expériences que nous produisent la nature. Et puis un autre enjeu, ça a été présenté en tout début, hein, de l'action. Il faut bien agir, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions et il faut les mettre en œuvre. Et je pense qu'un des enjeux qu'on a, c'est de réussir à mieux associer ces différentes actions. Toutes ces actions ont vite tendance à être cloisonnées. On va dire la compréhension, ça c'est du domaine des chercheurs. Les citoyens sont dans l'action, dans le ressenti, peuvent protester s'ils veulent s'opposer ou au contraire favoriser des perceptions de nature. Et puis l'action reste du domaine du politique. Et je pense qu'en fait, chacun de ces acteurs doit pouvoir avoir une approche plus élargie de ces enjeux-là. C'est un petit peu cette image de la Belle au bois dormant. On a besoin de creuser ces questions-là. Donc c'est ça que je me propose de faire, de partager avec vous ce matin sur la place de la nature dans la ville. Et pour ça, en fait, de changer un peu d'échelle, re-questionner cette question-là, parce qu'en fait, c'est une notion qu'on a tendance à oublier maintenant, mais qui est extrêmement paradoxale. Creuser un petit peu plus ces paradoxes et changer d'échelle je vais prendre quelques exemples un peu plus anciens, remonter dans le temps un petit peu, mais aussi changer d'échelle spatiale. Je pense que c'est vraiment des enjeux qui sont importants. Alors, voilà. Donc, ces questions de place de la nature en ville, maintenant, en fait, c'est presque un lieu commun de dire que les villes sont vertes. Il y a plein de formes de nature en ville. On le sait très bien, c'est une évidence. Et c'est une évidence aussi de se dire que c'est quelque chose qui est relativement récent, que maintenant on intègre la nature dans la ville. Ça prend plein de formes. On fait même des classements sur les villes en fonction des villes les plus vertes. Et c'est vraiment une idée qui est présente fortement, mais qui me semble important de pouvoir revisiter. Est-ce que c'est si naturel que ça de parler de nature en ville? Alors, je vais prendre cette image. Alors, c'est des gravures anciennes de la ville, des villes. J'ai pris l'exemple d'Angers. Je viens d'Angers, mais on a ça dans toutes nos villes. Hein. Et quand on parle de ville, en fait, il faut bien voir que les villes se sont construites aussi en opposition à la nature. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. On a cette image de la ville qui est un espace qui est construit par l'homme, pour l'homme, un espace civilisé, organisé. On va essayer de réduire dans la ville tout ce qui va varier de manière aléatoire ou non prévue.
Donc on a toutes ces démarches de planification pour essayer d'organiser ces points-là, et on retrouve cette image avec les remparts qui vont séparer cette ville de l'extérieur. Et ces remparts, il reste encore des remparts qui sont dans nos têtes, en fait. Et quand on veut intégrer la nature en ville, on est souvent conduit à essayer de pousser la ville pour essayer de mettre des endroits sous cloche de nature. Et un enjeu essentiel est plutôt dans le fait de réussir à travailler sur les relations entre ces différents types d'espaces. Donc cette image de la ville avec ses remparts qui l'opposent de l'extérieur, à l'extérieur de la ville, qui va être le sauvage, le monde agricole et aussi le naturel, cette image, elle est fausse, mais on a intérêt à mieux la comprendre. Alors, si on zoome un petit peu sur cette photo-là, on peut déjà se rendre compte que, de fait, dans la ville, même dans cette gravure-là, il y a plein d'espaces dans la ville qui étaient aussi des espaces où il y avait des formes de nature, que ce soit par rapport aux cours d'eau qui traversent la plupart de nos villes, que ce soit sur des espaces cultivés, des espaces délaissés. Et en plus, on peut bien se représenter qu'à cette époque-là, il y avait quand même moins de bitume. On avait beaucoup moins de solutions pour traiter de manière technique et chimique toutes les plantes qui se développent dans la ville et qu'on ne souhaite pas voir se développer. Donc on imagine aisément qu'il y avait déjà énormément d'habitats à caractère naturel qui pouvaient se développer dans ces espaces-là. Donc ça, on le retrouve encore maintenant. De fait, la faune et la flore, on le sait tous maintenant, ne s'arrêtent pas aux portes des villes. C'est parce qu'il y a un panneau entrée d'agglomération que les espèces s'arrêtent. À partir du moment où il y a des habitats vacants, toutes les espèces vont chercher à se développer. Donc animal et végétal, c'est ce qu'on retrouve notamment toute cette flore des pavés, dans tous ces interstices. La nature rentre dans la ville. Sur la photo de droite, là on voit un peu moins, c'est un exemple aussi, c'est une petite orchidée, une Ophrys abeille, que la photo elle est prise sur le campus à Angers où on est. C'est une Ophrys qu'on a vue apparaître lors du tout premier confinement dur qu'on a eu dans le cadre du Covid. Et je dois vous avouer que moi, je n'avais jamais vu cette orchidée sur notre campus et sur un gazon qui est juste devant l'entrée du bâtiment, qui doit être bien tondu tous les ans depuis au moins 40 ans. Ben, la première année où on arrête de la tondre, on a une population extrêmement importante d'orchidées qui se développent. Et en fait, on en trouve un peu partout. Donc, vous voyez, en fait, ces espèces-là sont présentes, même si on ne se représente pas toujours leur présence. Donc, de fait, la nature rentre dans la ville. Et évidemment, le mouvement se fait également en sens inverse, avec cet étalement urbain dont on a parlé avant. Alors, dans cette illustration, vous avez en centre, je suis toujours sur la ville d'Angers, là. Vous avez en rouge au milieu, c'est l'emprise en gros des remparts historiques de la ville d'Angers, qui ont fait les grands boulevards après. Donc on voit bien que Angers, c'est encore cet espace-là, mais c'est aussi beaucoup d'autres espaces aux alentours de cet espace-là. Et donc la ville d'Angers et toutes nos villes, c'est aussi beaucoup d'espaces qui ont été récemment gagnés sur les espaces environnants. Donc de ce fait, il y a plein d'espaces qui étaient extérieurs à la ville qui vont se retrouver englobés, encapsulés dans une matrice urbaine. Et c'est ces deux principales sources de nature qui vont avoir des conséquences sur les formes de nature qu'on va avoir en ville, quoi. Donc la place de la nature en ville, elle est hétérogène déjà de par ses origines. Alors après, non seulement les espèces rentrent en ville et sont présentes dans la ville, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que cette nature rentre aussi dans nos représentations, dans nos regards. C'est l'exemple que je vous donnais pour l'orchidée, hein. On a besoin d'avoir ce regard, de les observer. Alors ça va concerner déjà en premier point les naturalistes, les chercheurs, les écologues. Là, je vais reprendre des exemples aussi assez anciens. J'aime bien prendre cette citation, c'est un article dans la revue de la Société botanique de France, qui parraine aussi ces journées-là, mais un article pas tout jeune. C'est Vedel qui faisait un article en 1869 sur les lichens des promenades publiques. Donc il s'intéressait aux
aux lichens qui se développaient dans des parcs. Donc lui, c'était sur la ville de Poitiers. Et il commençait ainsi son article. Prise dans son ensemble, la flore indigène des promenades ou jardins publics ne présente qu'un médiocre intérêt. Les plantes qui la constituent sont celles qui pullulent habituellement au voisinage des centres populeux. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dès cette époque-là, il y avait déjà un regard sur les espèces présentes dans les parcs, mais on voit en même temps toujours ce paradoxe, c'est que ce n'était pas forcément le premier endroit qui souhaitait, le premier site de terrain qui souhaitait utiliser pour faire ces observations. Alors, pourquoi Vedel a regardé les lichens à Poitiers? C'est parce que quelques années avant, un autre botaniste s'est intéressé aussi aux lichens, mais là dans la ville de Paris. C'est Nylander. Et donc en 1866, dans la même revue, il a fait un article où il regardait et il constatait que la plupart des lichens semblent fuir les villes. Et donc il essayait de comprendre pourquoi on a ces distributions différentes des lichens. Alors on sait très bien que on est face à des problèmes importants de qualité d'air, de pollution de l'air. On sait aussi que ces problèmes ne sont pas nouveaux et qu'à la fin du 19e, on avait également le développement industriel, le développement urbain était source de nuisances et de pollution extrêmement importantes. Donc, pour essayer d'expliquer cette disparition et distribution des lichens, il avait cette hypothèse que c'était en lien avec la salubrité de l'air et que les lichens peuvent ainsi constituer des hygiomètres très sensibles. C'était avant l'heure des indicateurs, des bioindicateurs de qualité environnementale. Alors, pourquoi je prends cet exemple? C'est que 1866, ça peut nous interpeller parce que c'est une autre date importante pour l'écologie. C'est cette année-là qu'un Ernst Haeckel, pour la première fois, a proposé un nouveau mot pour parler de ces espaces, cette manière d'étudier la relation des organismes entre eux et avec leur milieu. Il a créé ce mot d'écologie. Et je trouve tout à fait notable que l'année où le mot écologie apparaît, il y a déjà des personnes qui s'intéressaient aux relations entre les organismes et la ville et les relations directes avec des facteurs environnementaux et des facteurs environnementaux propres à la ville. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait notable. Ceci étant, pendant très longtemps, l'intérêt, on va dire, scientifique et naturaliste pour la flore en ville est resté quand même très anecdotique, très marginal. Et ce n'est que depuis, on va dire, une vingtaine d'années qu'un certain nombre de travaux ont augmenté même de manière exponentielle pour travailler sur les questions d'écologie urbaine. Alors je cite quand même l'ouvrage aussi de Sauvage dans la ville, qui a été édité par le Muséum national d'histoire naturelle. C'était au début ça fait un peu plus de 20 ans, en hommage à Paul Jauvet, qui était un naturaliste qui a beaucoup travaillé pour explorer justement toute cette diversité en ville qu'on n'a pas tendance à observer la plupart du temps. Donc on va dire qu'il fait partie aussi de ces précurseurs de ces observations de nature en ville. Alors, donc en fait, on arrive sur le fait qu'on a des formes différentes de nature. Donc on voit l'évolution, un petit peu la manière dont les scientifiques et naturalistes ont pu s'approprier ces observations, au moins sur ces époques plus passées. On reviendra sur des choses plus récentes après. Mais il faut bien voir aussi que ces enjeux de nature rentrent également dans les représentations des autres acteurs, des décideurs, des gestionnaires et de l'ensemble des citadins. Et on a en ville une énorme hétérogénéité des formes de nature. Et ça, c'est une caractéristique essentielle. C'est peut-être dans les milieux les plus hétérogènes qu'on a sur Terre, qu'on a ce regard-là sur ces espaces de nature. Ces illustrations, c'est pour montrer un petit peu cette diversité entre des extrêmes avec ces espaces délaissés comme les friches qu'on voit en haut à gauche, souvent dominés par des espèces exotiques envahissantes. On a le Buddleia, l'arbre papillon, là, jusqu'à des espaces très gérés, avec cet exemple ultime des pots de fleurs de géranium, qui sont aussi d'autres formes de nature. Et on voit que derrière le mot nature, en fait, on peut avoir des attendus extrêmement différents et des regards extrêmement variables. Et on a tout ce gradient. Alors, l'illustration à côté de la friche, vous voyez aussi que même ces espaces de friche peuvent être des espaces publics. C'est un exemple sur Nantes.
dans une friche industrielle, en fait, où plutôt que de détruire l'espace et de recréer un espace vert habituel, on a intégré cette végétation de friche dans un parc pour en faire un petit square. Donc on voit que derrière ça, en fait, ça interroge aussi nos regards, nos attentes de nature, et on a une énorme diversité de formes de nature dans tous ces milieux-là, quoi. Alors, la question, elle est, dans toute cette diversité de formes de nature, qu'est-ce qu'il en est en termes de biodiversité? Alors c'est vrai que j'aborde ces questions de nature sous la dimension extrêmement du vivant, qu'on va traduire aussi en mots un peu plus scientifiques avec ce terme de biodiversité. Une grande question, c'est quand même de se dire, on voit que le développement urbain est une des causes d'érosion de la biodiversité. Et on a donc du coup ce travail de comparer des caractéristiques de biodiversité entre la ville et la campagne. Et depuis les années 90, à peu près, 1990, hein, avec notamment un article de McDonnell et Pickett qui a vraiment lancé tous ces travaux de comparaison de la biodiversité le long de gradients ville-campagne. On va se poser à différentes situations sur ce gradient et comparer la richesse en espèces et les compositions en espèces. On s'attendait dans ces travaux-là, du coup, à avoir une diversité moins importante de la biodiversité quand on va être à l'intérieur des villes. Et en fait, c'est l'inverse qu'on a trouvé dans la plupart des cas. Alors, je vous prends juste un exemple, c'est des travaux de Vania, dans l'équipe de Klotz, en Allemagne. Ils ont pris autour de la ville de Halle des paysages agricoles et des paysages urbains. Donc, à gauche, vous avez alors, ils ont échantillonné des carrés d'1 kilomètre. Oui, il n'y a plus l'échelle sur la photo, mais bon, des carrés d'1 kilomètre. Ils ont fait des inventaires. Et après, ils ont fait la même chose dans le paysage urbain de la ville de Halle pour comparer la richesse. Si on prend juste un résultat simple, eh ben, 415 espèces dans les paysages agricoles, c'est déjà notable, hein, c'est quand même en espèces végétales uniquement, on est d'accord, hein. Et quand on va dans les paysages urbains, eh bien là, on arrive à 539 espèces. Donc on a une richesse en ville qui est beaucoup plus importante que dans les espaces agricoles. C'est des travaux qu'ils ont pu observer. C'est des travaux qu'on trouve également dans beaucoup d'autres situations. Nous-mêmes, qu'on a fait nos relevés, des travaux, on a beaucoup travaillé, nous, dans l'ouest de la France. Ben, c'est pareil, quand on se rapproche de la ville, on va avoir des habitats qui seront plus riches en espèces. D'autres travaux ont été faits dans d'autres villes. On revient toujours sur cette tendance générale avec des milieux plus riches. Alors, ce qu'il faut voir, et vous avez les chiffres derrière, c'est que d'où viennent ces espèces. On comprend bien qu'on ne peut pas réduire cette évaluation de la biodiversité à un nombre d'espèces. Il faut aller plus loin que ça. Première caractéristique, c'est qu'on a une augmentation des espèces exotiques. Beaucoup plus d'espèces exotiques en ville. On pourra revenir dans les échanges après sur ces questions-là. Vous voyez, on passe de 85 à 143 espèces. Donc beaucoup plus d'espèces exotiques en ville qu'en campagne. Mais si on regarde les espèces indigènes, on a également un nombre d'espèces indigènes plus importantes en ville qu'en campagne. Ça doit nous interpeller, parce que face à la question d'érosion de la biodiversité, on voit la ville comme une source d'érosion de la biodiversité. Et finalement, si c'est là qu'on trouve plus de villes, je vais faire une phrase un peu provocante, mais pour sauver la biodiversité, ben, construisons plus de villes si on a plus de biodiversité dans la ville. On imagine bien qu'il y a quelque chose qui doit clocher dans cette logique, et je pense que c'est ça qui est important de questionner pour voir un petit peu comment on peut avoir cette différence de logique. Où est-ce que ça ne fonctionne pas? Alors, dans les travaux, il y a notamment des synthèses qui ont été faites pour comprendre pourquoi on a cette tendance générale d'augmentation de la biodiversité en ville. Alors déjà, ce n'est pas forcément au cœur de la ville, mais c'est beaucoup sur tous les espaces périurbains. Et finalement, dans ces espaces périurbains, ben, c'est aussi la diversité de formes de nature que je vous présentais juste avant. On a une très grande diversité d'habitats, et il y a beaucoup d'habitats en fait qui vont être laissés dans ces espaces périurbains, alors qu'à l'extérieur de la ville, on va plutôt souvent être dans un espace agricole, on va plutôt les gérer, les transformer et avoir finalement
une intervention beaucoup plus forte. Si on prend un habitat comme les Landes, on n'a plus beaucoup de landes, en fait, souvent dans les espaces en dehors des villes. Enfin, il en reste par endroits, mais dans l'espace agricole, soit ils ont été abandonnés, soit ils ont été cultivés. Donc, on a vraiment une évolution importante par rapport à ça. Et donc, cette diversité, il y a plein d'espaces, finalement, en ville, qui sont des espaces qu'on laisse évoluer, qui peuvent suivre leur propre évolution et qui peuvent même servir de refuge pour d'autres espèces qui n'ont pas forcément une envie particulière de se développer en ville. Alors, il y a aussi un autre regard par rapport à ça, c'est une autre question, et ça renvoie l'enjeu, le titre de cette intervention, d'inverser la question, quelle est la place de la ville dans la nature également. Et quand on veut comparer ces relevés d'espèces entre les villes et l'extérieur des villes, on va se rendre compte bien souvent que, ou en tout cas ça pose la question, mais où sont situées les villes? Et quelle était la biodiversité sur ces sites avant l'implantation des villes? Et bien souvent, les villes ne sont pas développées de manière aléatoire. Et c'est souvent sur des zones de confluence, et c'est souvent des espaces qui étaient déjà riches en biodiversité auparavant. Donc on voit également que cette notion de richesse en ville, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus compliqué que ça. Donc comment aborder cette question de cette complexité pour évaluer la biodiversité? Le problème, c'est que pour mesurer la biodiversité, on n'a pas un indicateur simple, universel. Alors là, je vous en ai proposé la richesse en espèces, mais on a vu que ce n'est pas suffisant. Donc on n'a pas cet indicateur simple, cet appareil de mesure. Si je fais une comparaison avec le changement climatique, on n'a pas un thermomètre pour avoir un indicateur qui englobe quand même beaucoup de ces processus. On n'a pas cet appareil de mesure. Et c'est quelque chose que je vais vous présenter avec un petit exercice, une petite forme de simulation que je propose aux étudiants pour essayer de nous faire réfléchir sur comment est-ce qu'on va hiérarchiser des enjeux de biodiversité. Alors, pour cet exemple, voilà, imaginez qu'on est dans une ville, on a 6 parcs. Alors, j'ai fait ça de manière très simple. Alors, ce n'est pas une simulation hautement technologique avec de la modélisation, c'est juste un jeu de couleurs. Chaque couleur correspond à une espèce. Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Donc, chaque espèce correspond à une couleur. On a 6 parcs. On peut mesurer la richesse de chacun de ces parcs. Voilà, on a des parcs qui ont 2, 3, 4 espèces, dans mon exemple un peu simpliste. Dans la ville, on a donc 7 espèces. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'importance relative de ces parcs si on a dans la ville, et on voit qu'on a de plus en plus de villes qui ont ça comme objectif, un enjeu de préserver la biodiversité. Quels sont les parcs les plus importants pour préserver la biodiversité dans la ville? Alors, une manière de faire révéler un petit peu les valeurs qu'on peut accorder à ces parcs, ça peut être de se mettre dans la situation où on doit faire des choix par rapport, par exemple, à un aménagement. Imaginez qu'il y a un aménagement qui doit nous conduire à détruire un de ces parcs. Le mieux, ce serait de ne pas faire l'aménagement et de ne pas détruire de parc. Mais si jamais il faut en faire un, quel parc ce serait le moins pire pour la biodiversité si on devait le détruire? Alors, imaginez la situation, on a soit le parc en haut à droite, soit le parc en bas à droite. On se dit, c'est un des 2 parcs qu'on va devoir détruire. Quel est le parc qui est le plus important à préserver? Alors, quand je pose la question avec cette diapositive-là simple, je ne sais pas quel est votre avis, mais de manière quasi unanime, on se dit, ah ben, non, ce serait embêtant de détruire celui du bas. Il vaudrait mieux détruire celui en haut à droite. Alors effectivement, c'est cohérent comme choix, parce que si on détruit celui en haut à droite, on conserve 7 espèces dans la ville, alors que si on détruit celui en bas à droite, on va perdre 2 espèces à l'échelle de la ville. Ce qui est intéressant, c'est de regarder sur quoi on a appuyé cette décision, ce choix qu'on a pris. Parce qu'il
il y a un côté qui est quand même assez paradoxal. Imaginez que je vous pose la question autrement en disant, bon écoutez, il faut qu'on choisisse entre deux parcs. Alors il y a le parc en haut, il a 4 espèces, c'est le parc le plus riche de la ville, ou un des parcs les plus riches de la ville, et en bas on a le parc, c'est vraiment le parc le plus pauvre de la ville. Quel parc vaut mieux détruire? Là on aurait plutôt tendance à dire plutôt le parc le plus pauvre. Donc en gros, ça veut dire que par rapport à une même question qu'on peut se poser, selon la manière dont on pose la question, on va avoir une manière différente d'y répondre. Et où se situe la différence? C'est l'échelle spatiale. À quelle échelle on a voulu, sur quelle échelle on s'appuie pour ces comparaisons? Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, quand on a ces choix à faire, on pose la question sous cet angle-là. On ne regarde pas forcément les niveaux autres. Alors, si je veux pousser mon exemple encore un peu plus loin, et si on regarde ce qui se passe autour de la ville, si jamais c'est ça autour de la ville, là on va se dire, non, peut-être que quand même ce ne serait pas celui du bas qu'il faudrait... voilà, les objectifs de préservation ne sont pas du tout les mêmes. Donc on voit que pour cette même question, on a besoin de changer d'échelle, et que quand on change nos échelles, on va changer nos regards, on va changer derrière ça nos décisions. Alors ça, c'est ce que je vous présente là, c'est quelque chose qui est bien connu en écologie, hein. C'est ces différents niveaux de biodiversité. Et la première manière dont on répond à la question à l'échelle des villes, en fait, c'est qu'on va regarder surtout l'hétérogénéité entre les parcs. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser tant à la diversité dans le parc que la diversité entre les parcs. C'est ce qu'on appelle la diversité bêta. Et ça, c'est quelque chose qui est également important à prendre en compte dans les enjeux de biodiversité, et notamment pour les questions de biodiversité urbaine. Si on a des villes qui sont plus riches, mais si elles sont tout le temps riches de la même manière, est-ce que c'est vraiment intéressant pour la biodiversité? Et ça, c'est une question, ça fait partie d'un grand débat également en écologie urbaine, c'est le débat de ce qu'on appelle l'homogénéisation biotique. Le fait qu'on va avoir plus d'espèces, mais on va avoir souvent des espèces similaires qui vont être adaptées à ces conditions urbaines. Donc vous voyez vraiment cette importance de changer les regards. Et tout ça, ça conduit en fait qu'on a plein de concepts, de théories en écologie qui se sont aussi appliquées pour essayer de comprendre comment ça pouvait fonctionner dans un contexte urbain. Alors, c'est pas simple hein, d'apprendre lié à la ville, mais comme je vous dis, depuis une vingtaine d'années, il y a énormément de recherches qui sont conduites. Il y a plusieurs revues spécialement dédiées qui sont apparues, qui continuent à se développer. Et du coup, on a quand même réussi à avancer dans ces compréhensions-là. Je vous propose là, c'est un schéma conceptuel, mais c'est une grille de lecture pour comprendre en quoi la ville peut transformer la biodiversité. Alors, ça correspond à une manière d'appréhender les enjeux d'écologie, on appelle plus d'écologie des communautés, avec ces différents facteurs d'écologie du paysage également, et les influences que ça a sur la composition des espèces. En fait, c'est de se dire que si je suis face à un gazon, une friche, et j'ai une certaine quantité d'espèces, ces espèces sont le résultat de différents filtres. C'est-à-dire potentiellement toutes les espèces du site, je pourrais les retrouver sur mon site, et si elles n'y sont pas, c'est qu'elles ont pu être sélectionnées par ces différents filtres. Alors en ville, en fait, c'est Williams qui avait proposé 4 filtres. Donc le premier filtre, c'est la transformation des habitats. Qu'est-ce qui se passe quand on crée une ville ou une ville s'étend? On va transformer des habitats. On va avoir des prairies qui vont se transformer en parking ou en lotissement ou en maison, en construction, en route et ainsi de suite. Et donc ça va avoir des conséquences en favorisant malgré tout certaines espèces. On a vu dans les pavés, on a des espèces qui peuvent se développer plus spontanément. On imagine très bien qu'il y a aussi des espèces qui vont disparaître de ce fait, et la résultante va être un certain nombre d'espèces qui vont se maintenir à travers ce filtre. Deuxième filtre, ça va être la fragmentation. Donc là, ce n'est pas des espaces qu'on va transformer, mais par contre, on va transformer tout ce qu'il y a autour. Donc on va avoir un isolement de ces espaces, les uns par rapport aux autres, et ils vont être de plus en plus petits. Alors ça aussi, c'est un domaine de recherche très important en écologie. On sait que ça a un certain nombre de conséquences pour beaucoup d'espèces. C'est ce qu'on appelle donc cette fragmentation. Et donc là encore, certaines espèces vont être défavorisées. Certaines espèces peuvent être favorisées parce que quand on fragmente, on va rajouter aussi des espaces de lisière.
Et en écologie, on apprend aussi que ces espaces de lisière peuvent avoir une richesse qui va être supérieure. On va passer au troisième filtre, et là, on va arriver au filtre de l'environnement urbain. Donc là, derrière ce filtre-là, on inclut un ensemble de facteurs propres à la ville et à une échelle locale. Ça va être la pollution, ça va être les variations du climat quand on va être en ville, ça va être la fréquentation plus importante. Et ça aussi, ça va favoriser la dispersion de certaines espèces et l'implantation de certaines espèces, et ça va en défavoriser d'autres. Et puis, on propose ce quatrième filtre, qui est celui des préférences humaines. Et celui-là, je le trouve aussi très intéressant, parce que ça veut dire que dans une approche écologique, en écologie, on a classiquement plus l'habitude de regarder les facteurs locaux, physiques, chimiques, le sol, le climat, mais on a toujours du mal à intégrer directement les activités humaines. Et en fait, en ville, on a aussi tout ce choix de préférences humaines. C'est ça aussi qui est une source de diversité dans toutes les formes de nature que je vous présentais sur une diapo précédente. Est-ce qu'on veut des espaces en friche? Est-ce qu'on veut des espaces entretenus? Est-ce qu'on autorise à marcher sur le gazon ou pas? Et donc là, tous ces choix-là vont aussi avoir des conséquences sur ces espèces. Donc les deux premiers filtres, transformation des habitats et fragmentation, c'est des filtres qui ne sont pas propres à la ville, parce qu'on en trouve dans tous les territoires naturels et tous ces autres espaces sont également soumis à ces filtres-là. Par contre, les deux derniers, c'est des filtres qui vont être spécifiques à la ville. Donc ces questions-là, c'est des questions qu'on a travaillées, et on se rend compte, par exemple, si on travaille sur des espaces boisés, que finalement, les espaces boisés ne sont pas souvent détruits. C'est des éléments qui sont assez pérennes dans les trajectoires des villes. On a pu faire des comparaisons en remontant le temps, hein, sur l'évolution de ces espaces-là. Et là, actuellement, on compare la richesse en espèces dans ces milieux-là. La fragmentation, elle peut avoir des effets, mais ça peut être très différent selon les groupes d'espèces. On imagine bien, Philippe Clergeau peut en reparler encore bien mieux que moi demain, mais que pour des oiseaux, pour des insectes au sol, pour des plantes, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être très différentes. Pour les plantes, on a vu que ça pouvait avoir un effet, même si on ne se représente pas que les plantes elles vont bouger, elles vont sauter d'un espace à un autre. Et bien en fait, si, elles se disséminent également, et la fragmentation peut avoir des effets. Donc c'est des choses qu'on a pu montrer. L'environnement urbain, on voit aussi les conséquences que peuvent avoir la pollution, mais même les variations climatiques sur la phénologie. Et quand ça joue sur la phénologie, ça va jouer aussi sur les insectes pollinisateurs. Et derrière ça, on voit tous les processus qui peuvent être en lien. Et puis les préférences humaines sur les boisements. Est-ce qu'on accepte ou pas d'avoir des ronciers ou des sous-bois un peu touffus, où on préfère avoir quand même un espace herbacé sous les arbres? Voilà. Et on voit que ces éléments-là vont avoir comme conséquence très forte toutes ces tendances vers l'urbanisation, d'une part de favoriser des espèces exotiques, et bien souvent de favoriser des espèces qui vont être généralistes. Et au Royaume-Uni, ils ont fait une grande étude pour essayer de comparer quelles sont les espèces spécifiques à la ville. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les espèces qu'on va trouver, donc sur les espèces végétales, je prends beaucoup d'exemples végétaux, vous avez remarqué, mais sur les espèces végétales, les 20 espèces les plus indicatrices de la ville, c'est quasiment toutes des espèces exotiques. C'est vraiment les espèces qu'on va trouver préférentiellement en ville par rapport à l'extérieur. Alors ça pose plein de questions en termes d'aménagement. C'est aussi un lieu d'introduction d'espèces, volontaires, involontaires. En plus, comme il fait plus chaud, les espèces, souvent, il y a moins de jours de gelée, elles peuvent plus facilement s'implanter. Donc c'est vraiment un marqueur fort de cette végétation en ville. Mais si on regarde les espèces les plus abondantes en ville, donc pas celles qui sont spécifiques, mais quand on regarde dans la ville les espèces les plus abondantes, et bien en fait, ce n'est pas des espèces exotiques. Et la plupart de ces espèces, ce n'est pas des espèces qui sont spécifiques à la ville. Donc la ville peut aussi favoriser beaucoup d'espèces généralistes. Et après, il y a cette troisième catégorie qui correspond à des habitats un peu relictuels, refuges pour un certain nombre d'espèces qui peuvent être présents en ville. Et ça, on a travaillé ça aussi sur des espaces herbacés, et on a des résultats similaires, mais ça ne répond pas toujours de la même manière. Par exemple, ces éléments de fragmentation pour les espaces herbacés, c'est des choses qui sont beaucoup moins présentes. Et en même temps, des espaces herbacés, on en a dans plein de... on a plein de petits espaces herbacés qui peuvent avoir un rôle différent, par exemple, sur la fragmentation. Mais on se rend compte que quand on se rapproche de la ville, même des espèces très courantes auxquelles on ne s'attendait pas à avoir des différences, c'est des espèces qui vont être rapidement beaucoup moins présentes en ville par rapport à l'extérieur.
Donc on voit derrière ça un certain nombre de processus et de réflexions qu'on peut avoir sur la compréhension du fonctionnement de la nature dans la ville. Cette compréhension doit nous aider à réfléchir à l'action, et qu'on soit décideur, qu'on soit citoyen, qu'on soit chercheur, comment est-ce qu'on peut accompagner ces actions. Et là aussi, on a des évolutions très importantes de démarche. Donc ça a été présenté avant également. Le fait de réfléchir à la nature à l'échelle de la ville. Donc maintenant, les documents d'urbanisme nous y obligent avec les trames vertes et bleues. Ça a toujours un côté réglementaire qui peut être des fois un petit peu plus difficile à intégrer par rapport à ces dynamiques du vivant, mais c'est déjà une manière pour intégrer ces réflexions. Je prends un autre exemple. Donc, vous voyez, on réfléchit la ville avec des flèches, avec des tâches, des liens. Alors, ça pose plein d'autres questions sur comment ça fonctionne réellement. C'est parce qu'on a fait un trait sur une carte que toute la biodiversité va s'y engouffrer. Mais n'empêche qu'on a quand même des éléments pour faire des choix. Et c'est surtout ça qui est important, de faire des choix à une échelle plus large, quoi. C'est quand même un constat où, et on l'a vu ce matin, ça évolue, et bien heureusement, mais c'est souvent beaucoup plus difficile d'avoir une politique de biodiversité. On peut avoir d'autres secteurs à l'échelle d'une agglomération, ou pour avoir des enjeux sur sur plein d'autres thématiques. La biodiversité a une dimension souvent un peu technique. On a tendance à le donner, à le confier aux naturalistes, aux scientifiques, et il y a un enjeu d'appropriation de ces enjeux-là. L'autre exemple, c'est sur la ville de Nantes, mais il pourra être présenté plus en détail par la suite. C'est une réflexion de projet de forêt urbaine, où est-ce qu'on peut intégrer ces espaces herbacés dans la ville, ces espaces arborés, pardon. Voilà, donc pour conclure sur ces points-là, je pense qu'on a vraiment une évolution de ces relations à la nature en ville. Et je pense que c'est vraiment ça les enjeux. Derrière ces différents exemples, c'était pour vous montrer un petit peu des déclinaisons pratiques, concrètes de ces logiques-là. Je vous ai dit, l'écologie urbaine s'est vraiment développée depuis une vingtaine d'années du point de vue scientifique. Et même pendant ce temps-là, on a eu une évolution très importante avec une première approche, un peu, on faisait de l'écologie dans la ville. C'est-à-dire que de la même manière qu'on pouvait s'intéresser à de l'écologie en dehors de la ville, on peut aller dans la ville pour étudier ça, mais sans forcément prendre explicitement en compte les processus urbains. Après, on a pu changer d'approche et avoir une écologie de la ville. Et là, réfléchir vraiment globalement comment tous ces éléments peuvent s'intégrer en ville. Et pour finir, pour avoir une approche pour la ville, une écologie pour la ville. Et donc, ces trois déclinaisons différentes de la ville, comment la compréhension écologique de la ville peut aider à rendre une ville plus durable, plus résiliente par rapport à tous ces changements-là. Et on voit qu'on a encore tout un cheminement à faire. C'est vraiment cette idée-là de faire évoluer les réflexions. Par exemple, dans les questions importantes qu'on a, c'est... ma diapo juste avant, je vous présentais une réflexion à l'échelle de la métropole. Et bien souvent, quand on réfléchit à l'échelle de la ville, à l'échelle de la métropole, on n'intègre pas directement les questions des gestionnaires directs des espaces verts. Et inversement, quand on fait un plan de gestion différencié, ce qu'on fait classiquement dans toutes les villes, bien souvent, ce plan de gestion différencié, on ne le réfléchit pas à l'échelle de l'agglomération. C'est-à-dire qu'une même pratique de fauche, une même pratique de fauche tardive, de fauche précoce, plus ou moins intensive, n'a pas les mêmes effets si on est en centre-ville, si on est en zone périphérique ou si on est par contre dans un espace beaucoup plus rural. Donc on a vraiment ces changements-là, donc on a encore à progresser dans ces dimensions-là. Et derrière ça, un point important, c'est ce que j'appelle apprendre à laisser faire. C'est-à-dire que en ville, on a vraiment une tradition quand même d'intervention forte, avec cette dimension des perceptions humaines qu'on peut avoir, des attendus de gestion sur ces espaces-là. Mais il y a de la place aussi pour que cette végétation et ces habitats, et du coup cette faune, puissent se développer spontanément. Et ça concourt aussi à tout un mouvement qui se développe actuellement d'ensauvagement, de laisser de la place libre au développement de la nature.
Ça ne veut pas dire forcément laisser ça partout, mais la ville est un lieu où on peut aussi laisser cette place-là à la nature. Et oui, juste en écartant un petit peu les pavés, ben déjà on accepte qu'il y ait d'autres espèces qui se développent. C'est un symbole un petit peu sur ces évolutions-là. Et cette question du laisser-faire, c'est une question qui est très importante actuellement dans toute l'évolution des pratiques. On a de plus en plus du coup d'espaces qui vont être des espaces non imperméabilisés en ville. Les enjeux du zéro artificialisation nette dont on a parlé conduisent aussi à réfléchir à une échelle large. Où est-ce qu'on va essayer de limiter l'extension? Où est-ce qu'on pourrait regagner la nature, renaturer, voire même désimperméabiliser des espaces? On a des expérimentations également dans ce domaine-là. Et une fois qu'on désimperméabilise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrée un espace vert ou est-ce qu'on laisse une végétation se développer plus spontanément? Et c'est vraiment un enjeu fort de réussir à associer ces réflexions de pratique à une échelle fine et leur positionnement dans des territoires beaucoup plus larges. Et le dernier point de cette diapositive, et un point qui me semble extrêmement important également, c'est cette notion de contact des citadins à la nature. Si on dit en France, la plupart des Français vivent en ville, ce qui veut dire que leur contact quotidien à la nature se fait quand même essentiellement en ville, sauf quelques semaines par an, on peut aller en vacances dans des espaces de nature plus lointains de la ville. Et ça a été évoqué précédemment aussi, mais c'est un enjeu extrêmement fort, on va dire, d'appropriation sociale de ces enjeux de biodiversité. Et ça renvoie à l'expérience individuelle qu'on a de ce contact avec la nature. Et c'est vraiment une notion importante. Les collègues en sciences humaines et sociales travaillent depuis longtemps sur ces questions-là. Et ce qui est important, c'est que les écologues se rapprochent aussi de ce type de questions. Et donc c'est cette notion d'extinction culturelle des espèces. C'est assez récent. Là, je fais référence à un article qui est sorti ce mois-ci dans une revue prestigieuse en écologie, qui met en avant le risque de cette extinction culturelle ou sociétale des espèces. Ça reprend un petit peu l'idée que on meurt deux fois, au moment où on meurt et puis au moment où on nous oublie. Et pour les espèces, ça peut être pareil. Cette extinction culturelle des espèces, c'est une espèce qui a disparu. À partir de quand elle disparaît de la mémoire collective? Et c'est vrai pour des espèces de disparition à l'échelle planétaire, mais c'est vrai aussi pour des espèces qui sont encore existantes, mais dont la fréquence disparaît. Et c'est particulièrement le cas en ville. On est vraiment face à cette question de l'extinction culturelle, donc de l'expérience qu'on va avoir, l'expérience quotidienne, cette extinction de l'expérience. Et donc il y a plusieurs facteurs en fait, qui peuvent conduire des espèces à plus ou moins disparaître de ces représentations. Et derrière ça, toutes les actions qu'on va avoir pour maintenir des formes diversifiées de nature en ville, pour recréer des formes de nature en ville, c'est aussi une manière d'agir derrière ça sur les représentations et cette mémoire en fait, de l'ensemble des citoyens. Donc c'est vraiment une question importante sur tout ce cheminement en gros auquel nous invitent ces questions de transition des pratiques. Donc même si ça fait longtemps, on a des enjeux forts de transition actuelle. Et juste en analogie pour conclure, on voit les changements qu'on a si on voit par rapport au changement climatique et les questions d'énergie. Il y a quelque temps, tous les véhicules, c'était des véhicules avec des moteurs thermiques. Maintenant, on a de plus en plus de véhicules électriques et dans quelque temps, on n'aura probablement plus que des véhicules électriques. Donc ça fait partie d'un changement dans les transitions, mais c'est une transition qui est extrêmement technologique. C'est-à-dire que moi, je peux conduire un véhicule thermique ou un véhicule électrique sans comprendre tout ce que ça implique du point de vue technologique dans la voiture. En gros, si je le dis autrement, je n'ai pas besoin de repasser mon permis de conduire. Je peux prendre un véhicule électrique et j'ai le droit de le conduire. Dans toutes les transitions qu'on voit par rapport aux enjeux de biodiversité et tous ces enjeux de biologie derrière ça, en fait, il faut qu'on réapprenne à conduire. Il faut qu'on repasse notre permis de conduire, j'ai envie de dire, pour pour vraiment réussir à intégrer ces transitions. Voilà, je vous remercie.